Oh, pardon. Yes. Alors, je vais vous parler un peu de qualité. Et avant de passer la remise des prix, agence de l'année 2022 elle-même, j'espère que vous m'entendez, j'espère que le live fonctionne. Donc, démarche qualité, j'ai mis un sous-titre entre arrogance et perfectionnisme, qui sont, on va dire, les deux extrêmes, évidemment, deux caricatures. Et on va voir tout ça en détail. Alors, non, pas simplement. Alors, la qualité coûte cher, c'est un mythe qu'on peut avoir, c'est une idée qu'on peut avoir. Certains d'entre vous, on peut avoir ce réflexe de dire non, la qualité ça coûte cher, donc c'est dangereux et ça va me faire perdre de l'argent. Voilà. En fait, on peut avoir cette pensée, cette croyance que la qualité va vous coûter de l'argent et vous en faire perdre de l'argent. Ça, je pense qu'il faut vraiment repenser cette croyance et se dire non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la non-qualité coûte cher. La non-qualité coûte cher, parce que ça vous non-qualité, les clients insatisfaits, qui râlent, qui font une mauvaise réputation, qui vous demandent de revenir chez eux, ça coûte cher. Et puis ce qui coûte cher aussi, c'est la surqualité qui coûte cher. Voilà. Ce qui coûte cher, c'est la surqualité. Si on offre un service qui a trop de qualité par rapport au prix vendu, ben, effectivement, si ça me coûte plus cher de produire une pièce que de la vendre, forcément, j'ai un problème. Donc c'est la surqualité qui coûte cher. Donc pensez à ça, quand on a l'impression que la qualité coûte cher, non, c'est la surqualité qui va coûter cher, ou la sous-qualité qui va coûter cher. Donc c'est finalement qu'on n'a pas bien réglé le curseur de la qualité dans son business. Alors les pièges classiques qu'on rencontre tous dans nos business et qu'on rencontre dans l'immobilier. Et ça va dans tous les business. Offrir à ses clients le service dont moi je rêverais si j'étais client. Donc moi, si j'étais client, je rêverais de ça, et donc je veux proposer la même chose à mes clients. Mais mes clients, ils ne sont peut-être pas comme moi. Ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont peut-être pas comme moi. C'est par exemple, j'adore le café, et je ferai un très bon café à mon client, mais lui, en fait, il préfère le thé. Et lui, il aurait préféré que je lui offre un thé classique plutôt qu'un excellent café, parce que ce n'est pas son truc, le café. Mais si on ne pose pas la question, si on ne se pose pas la question nous-mêmes, si on ne pose pas la question à nos clients, on risque de leur offrir du café alors qu'ils aiment le thé. Et donc forcément, même si c'est un très bon café, il ne va pas apprécier ton très bon café parce que lui, il n'est pas amateur de café. Donc ça c'est, bon, Gilles en a parlé un peu ce matin, c'est se connaître, mieux se connaître, pour mieux connaître ses clients, et pour bien comprendre que vos clients ne sont pas comme vous, ils ont peut-être des goûts différents, des envies différentes, des besoins différents, et arriver à identifier ça. Pour offrir un service de qualité, il faut comprendre qu'est-ce que le client attend de vraiment lui, qu'est-ce qui fait plaisir à lui. Alors, les autres pièges classiques dans l'immobilier, surtout, et dans d'autres business, on s'imagine vaguement qu'on offre un bon service, on navigue un petit peu à l'aveugle, au lieu de mesurer finalement, est-ce que la qualité du service est bien au rendez-vous à toutes les étapes du processus et avec tous les clients. Donc, au lieu de mesurer ça précisément, on se dit vaguement, les clients sont contents, tout va bien. On pourrait se dire par exemple, j'ai des bons avis Google, donc finalement, ça ne va pas trop mal, sans s'inquiéter finalement dans les détails, est-ce que le client est vraiment satisfait du début à la fin de l'expérience. Et puis, quand on s'occupe, si on s'imagine vaguement qu'on a un bon service parce que les clients sont contents sur Google, on n'a pas pensé à interroger peut-être la personne qui a appelé l'agence et auquel on n'a répondu que 3 jours plus tard. On n'a pas pensé peut-être à tenir compte du prospect qui vous a envoyé un mail et on lui répond que 4 jours plus tard. On n'a pas pensé à cette personne qui a visité un appartement, finalement elle n'a pas apprécié, elle n'a pas apprécié la démarche, elle n'a pas apprécié la visite et on ne lui demande pas d'avis client parce qu'elle n'est pas cliente en tant que telle. Donc quand on se focalise sur les avis clients des gens qui ont acheté, on oublie tous les avis des gens qui ont consommé un peu de votre agence parce qu'ils ont fait une visite avec vous. Ils ont une expérience avec vous d'une visite, ils n'ont peut-être pas acheté la maison, n'empêche qu'ils ont une expérience, ils vont parler de vous peut-être en bien ou en mal et ils se sont quelque part des clients de votre estimation ou de votre visite. Donc mesurer, ça c'est essentiel. Pardon. Alors, un piège qu'on peut très facilement tomber dans ce piège-là quand on fait par exemple de la vente et de la location. Et vous êtes pas mal dans la salle, je crois, à faire des ventes et des locations. Il y en a qui font que de la vente, ok, il y en a qui font peut-être de la location, mais souvent vous faites un peu des activités. Avec des équipes différentes, peut-être, ou avec les mêmes équipes, ça dépend des agences. Mais qu'est-ce que je vois souvent? C'est que finalement, on s'intéresse à offrir aux clients qui vendent un appartement, une maison, un service vraiment top, 5 étoiles. Et puis ceux qui veulent que louer, ils ont un service beaucoup plus médiocre, beaucoup plus bas de gamme, qui ressemble plutôt à du 2 étoiles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je parle de niveau de service qui n'est pas le même en location qu'en vente? Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais.
Alors regardez, un exemple dans un autre secteur d'activité. Est-ce que ces sociétés-là de voitures offrent le même niveau de service? Le même niveau de prix? Est-ce qu'elles appartiennent à la même personne? La même entreprise? Donc, ils ont plusieurs marques différentes. Plusieurs niveaux de gamme de services, gamme de produits, plusieurs marques. Parce que pas question de mélanger Skoda avec Bugatti. D'accord? Donc, le piège dans lequel certains d'entre vous tombent, c'est que si sur la même marque, vous avez du 2 étoiles location et du 5 étoiles vente, il y a un problème de cohérence. Votre marque, on ne sait pas si c'est 2 étoiles ou 5 étoiles. Et je parle de ça parce que le client locataire d'aujourd'hui sera votre client acheteur dans 2 ans et votre client vendeur dans 8 ans. Et si donc il a eu sa première expérience avec vous, c'est un service 2 étoiles location, bah, il vous assimile à une agence 2 étoiles. Il ne pensera pas à vous quand il voudra acheter ou vendre parce qu'il se dira, bah non, eux c'est une agence 2 étoiles, je préfère aller chez les gens qui font du 5 étoiles. Voilà. Donc vous êtes tout seul, tiré une balle dans le pied, en n'étant pas cohérent sur votre niveau de service, sur votre niveau de qualité, entre la location et la vente. Est-ce que je suis clair? Ouais. Alors, un autre piège, c'est que nous sommes dans le service et certains d'entre vous ont des équipes. Certains ont une équipe de 2 personnes, d'autres une équipe de 25 personnes. Et on pourrait s'imaginer que chaque membre de mon équipe offre le même niveau de service que moi quand je suis en rendez-vous. Mais ça, c'est une grande illusion. Parce que forcément, vous avez des collaborateurs qui sont plus jeunes, d'autres qui sont moins motivés, d'autres qui sont plus motivés. Et souvent, en fait, on a des agences immobilières, et j'en connais un paquet, parce que vous savez que je fais beaucoup de formations. Alors, des agences immobilières, ils sont 10. En fait, il y a 10 agences. Il y a 10 niveaux de service différents. Selon que je tombe sur Jacques, Paul, Antoine, Julie, Stéphanie, j'ai un service différent. Parce qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas suffisamment de process, et donc finalement, il y a beaucoup d'improvisation, on laisse beaucoup de marge de manœuvre aux commerciaux, aux collaborateurs, et donc selon que je tombe par chance sur l'un ou l'autre, j'ai un service soit super service, soit un service beaucoup plus médiocre. Parce que finalement, on n'a pas fait attention à poser des standards de qualité et à suivre des process de qualité. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une démarche plus qualitative dans vos agences? Identifier les attentes de mes clients, on va voir ça en détail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux cerner les attentes et les points d'insatisfaction? Poser les questions précises aux clients une fois que c'est terminé pour savoir comment ils ont apprécié tout le process, depuis l'annonce jusqu'à la vente chez le notaire, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Et donc pour ça, on a un outil qui s'appelle Google Forms, qui est gratuit, vous pouvez mettre en place très facilement. Et au lieu de se contenter d'avis Google, où on demande juste aux gens, dites-nous qu'on est sympa et dites que vous avez apprécié, dites-nous aussi ce qui a été moins bien. En posant des questions fermées et questions ouvertes pour avoir vraiment une vision claire sur finalement où est-ce que les clients, qu'est-ce qu'ils apprécient le moins chez nous. Qu'est-ce qu'ils apprécient le moins chez nous? Est-ce que c'est au niveau des photos? Est-ce que c'est au niveau du service vente, etc. Est-ce que la personne a répondu à mes questions? Si c'est un acheteur, voilà. Donc ayez quelque chose de détaillé, précis, où un acheteur va pouvoir se positionner sur toute son expérience depuis le premier appel téléphonique jusqu'à l'achat chez le notaire avec vous, et où un vendeur puisse se projeter depuis la mise en vente jusqu'à finalement la signature notaire. Est-ce qu'au fur et à mesure j'étais informé? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que j'ai apprécié la qualité de l'annonce? Est-ce que j'ai apprécié les visites? Est-ce que j'ai apprécié le reporting de l'agence, etc., etc., etc. Alors, je vous ai mis, donc vous aurez sur la présentation, je vous ai mis ici des QR codes qui viennent vers 2 exemples de sondage complets, clé en main. Vous pouvez faire un copier-coller, vous pouvez l'adapter bien sûr, vous pouvez rajouter des questions, vous pouvez simplifier. L'idée, c'est que vous ayez un outil pour que vous puissiez demander précisément à tous vos clients comment ils vous voient, qu'est-ce qu'ils ont apprécié et quels sont les petits points finalement où vous êtes les plus faibles. Pour savoir si vos clients préfèrent le thé ou le café. Parce que pour l'instant, vous supposez qu'ils aiment le café. Vous ne posez pas la question, est-ce que vous ne préférez pas finalement du thé? Pour ça, c'est les interroger. Ce sont vos clients les plus à même de vous dire finalement qu'est-ce qui compte pour eux. Voilà. Et quels sont les points sur lesquels vraiment ils trouvent que c'est très satisfaisant et quels sont les points sur lesquels finalement ils étaient moyennement satisfaits. Et puis, dans ces sondages, dans ces questionnaires, si vous les faites, vous pouvez poser une question ouverte à la fin. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer comme amélioration? Demandez au client qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, de différemment, de plus, ou de mieux, ou de différemment, qui vous aurait plus vous convenu. Et ils vous diront peut-être des idées auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et c'est les meilleures idées, parce que les meilleures idées du monde, c'est celles qui viennent de vos clients. Parce que comprendre les besoins de vos clients, c'est tout simple, c'est gratuit, il suffit juste de leur poser la question. Finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux?
Et bien sûr qu'on va pas demander, on ne demande pas au client d'y dire ça sur Google, sur Google. C'est pas là sur Google qu'on veut dire ça. En privé, dites-moi à moi, pour mon développement de l'agence, pour qu'on puisse offrir un meilleur service, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Donc, posez des questions, demandez des questions à vos clients, qu'est-ce que vous pourriez améliorer? C'est gratuit et c'est super efficace. Et vous aurez peut-être des très, très belles surprises. Vous dites, bah, c'est vrai, on n'a jamais pensé à ça, mais finalement, s'il le demande, c'est que pour lui, ça a de la valeur. Alors, une clé ici dans tout, c'est que le fait de mesurer augmente naturellement la qualité des choses. Le simple fait de mesurer, ça augmente la qualité, automatiquement. Parce que si toute votre équipe, surtout que c'est du grand type, si toute votre équipe sait qu'à la fin de la transaction, il y a un questionnaire Google avec 10 questions, et que les clients vont pouvoir s'exprimer librement, bah on se dit, j'ai pas envie qu'il y a des trucs qui sortent dans le questionnaire. Parce qu'on saura à quel client a répondu et on saura qui a suivi le client. Et donc toute votre équipe sera focalisée en disant, bon, on sera jugé par les clients à la fin, c'est sain, c'est normal, et donc on fait attention à ce qu'à la fin, ils puissent dire qu'ils ont été très contents de toute notre intervention. Okay, donc le simple fait de mesurer ça, ça va faire que tout le monde se dira, il faut qu'on fasse attention, parce que, encore plus qu'avant, parce qu'en plus de faire plaisir aux clients, en plus on va être mesuré à la fin, et on va peut-être détecter les points sur lesquels on a été les moins bons, et donc ça c'est pas génial, effectivement. L'autre élément, bien sûr, c'est quand on collecte du feedback comme ça, bah, c'est hyper encourageant, parce que si c'est des clients qui disent vraiment on était super contents, bah, ça vous donne une super motivation. Si le client dit écoutez, vraiment c'était génial, on a vraiment apprécié ça, bah, on dit ouais, je fais un super métier, je suis content de mon métier, et donc on est motivé encore plus que jamais. Alors, quels sont les points sur lesquels finalement la qualité peut être en défaut? Quels sont les points qui peuvent créer de l'insatisfaction chez un client? Bah, est-ce que le délai entre l'offre... Pardon, j'étais un peu vite là. Hop, c'est un peu vite. Alors, est-ce que le délai pour obtenir une offre acceptable et raisonnable et me convient? Donc, par exemple, je pourrais dire, ben, si au bout de 60 jours, la maison n'a pas trouvé preneur, le client, vendeur, doit commencer certainement à être insatisfait, inquiet, stressé et donc pas content de mes services. On est d'accord là-dessus? Il pensait que vous étiez tous super fort et vous lui avez dit on vend en 33 jours en moyenne, et bien au 60 jours c'est pas vendu, il dit ben c'est pas top quoi. Ok, c'est quand même un des points clés de votre business, de votre mission, c'est de vendre cette maison dans un délai imparti, raisonnable. Bon. L'autre point clé, encore plus clé, c'est finalement est-ce que l'agent obtient le prix que j'espérais? À peu de choses près, à 1% près, certainement que c'est acceptable, mais si j'ai perdu 5% ma valeur entre la signature de la mission de vente et l'offre acceptée, ben, est-ce que je suis content de l'agent immobilier? Pas sûr. Okay, donc ça va être des défauts à identifier. Même chose, parce qu'une fois que l'offre acceptée, c'est pas fini. Il faut passer au compromis. Donc est-ce que le délai pour aller au compromis est, pareil, raisonnable, me convient ou pas? Et donc peut-être que vous pouvez vous dire, bah, nous, dès que ça dépasse 30 jours, on peut déterminer que c'est un défaut par rapport à ce client qui risque d'avoir une insatisfaction par rapport à ce délai. Et même si vous ne faites pas les compromis en agence, vous êtes quand même responsable de faire en sorte que ça avance. Il va quand même vous dire, bah, écoutez, ça traînait, ouais, notre terme, mais bon, c'est quand même vous qui êtes l'agent immobilier, en charge du dossier depuis du début à la fin. Même chose entre le compromis et la signature notariale. S'il y a des dérapages, s'il y a des délais qui s'augmentent, bah, le client va se dire, ouais, c'est dommage, tout était bon, et puis finalement, on perd encore un mois, et l'argent, il arrive qu'un mois plus tard. Donc, c'est aussi un défaut potentiel. Hop, pardon, ça vite ça. Alors, les nombres de visites. Bah, est-ce que vous avez envie, de faire 25 visites sur le même dossier? Je ne pense pas. Est-ce que vos acheteurs ils ont envie de visiter 25 maisons pour en acheter une? Je ne pense pas non plus. Donc, trop de visites, c'est un défaut. Trop de visites sur un même bien, c'est un défaut. Okay, donc, se dire, bah, dès qu'on dépasse tant de visites sur un dossier, attention, on met un petit drapeau rouge, on a un problème sur ce dossier-là. C'est un défaut. C'est-à-dire qu'on a 9 personnes ou 10 personnes qui sont venues, qui n'ont pas adhéré au produit, et donc ça ne va pas. Nombre d'appels sur un dossier, bah, pareil, est-ce qu'on a envie d'avoir 200 appels sur un dossier? Sûrement pas. Parce qu'on ne pourra pas la vendre 200 fois la maison. Donc si on a une seule maison à vendre et qu'on a 200 appels, on pourra forcément la vendre qu'à une seule personne. On aura 199 personnes à qui on ne va pas pouvoir donner satisfaction. Donc on peut se dire, dès qu'on dépasse trop d'appels sur un dossier, c'est qu'on a un problème dans notre dossier. Okay, il y a des solutions, mais c'est un problème. Nombre minimum de photos, on peut très bien se dire aussi, dans mon annonce, c'est un de mes services, c'est de créer des annonces, de faire du marketing. Bah, est-ce que j'ai assez de photos de mon annonce? On en parlera tout à l'heure, mais bon, on peut dire par exemple minimum 15. Et dès que j'ai un dossier avec moins de 15 photos, je dis tiens, on n'a pas respecté le protocole. Le vendeur risque d'être insatisfait. Il dit, j'ai vu, je vais envoyer sur le groupe, on voit des fois des annonces avec des agences qui mettent des annonces avec seulement 3 photos. Mais que pense le vendeur de ça, quoi? Que pense le vendeur qui a signé une mission de vente pour une maison à 1 million,
avec des honoraires de 30 000 € hors taxes si l'agent immobilier ne fait que 3 photos. Wow. Les plans 2D, on peut parler comme ça. Les emails, les appels téléphoniques. Voilà. En résumé, pardon. Hop, ça va vite. En résumé, vous voyez ici, je vous ai mis 10 mesures qui peuvent être faites qui ont un rapport avec la qualité de votre service. 10 points à surveiller pour s'assurer que notre service il est acceptable, qu'il est bon, qu'il est de qualité et qu'on ne risque pas d'avoir des clients insatisfaits au passage. Et c'est mesurable, voilà. C'est mesurable, c'est contrôlable, c'est des choses factuelles, c'est simple. C'est des délais, c'est des budgets et c'est un certain nombre d'actions qu'on fait ou pas. Donc l'idée c'est que je vous invite à, une fois que vous êtes d'accord sur vos points de contrôle, à avoir un tableau de bord et dès que sur le tableau de bord on indique dès qu'on a un dossier qui sort feu rouge, drapeau rouge, ok, on est à plus de 30 jours, on est à plus de 60 jours, on est à une négociation trop basse, on n'a pas mis assez de photos, on a trop d'appels, on a trop de visites, un petit drapeau rouge. Et forcément il y a des drapeaux rouges. Forcément, parce que vous êtes humain, ce sont des humains, et il y a forcément des dossiers qui ne se passent pas comme prévu. Tous les dossiers ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Et donc, vous n'aurez pas 100% de tableau avec que du vert. Vous avez forcément des drapeaux rouges. Et les perfectionnistes, ils rêveraient d'un monde où il n'y a pas de drapeau rouge. C'est ça. Le piège perfectionniste, on rêve d'un monde où il n'y a pas de drapeau rouge, où tous mes clients sont 100% contents de mes services. Et ça n'existe pas. Et ça, c'est qu'une source de frustration, ouais, ça vous aide pas. Et puis ça vous coûte trop cher, d'énergie, d'investissement. Vous ne dormez plus. Et vous finissez en burn-out parce que forcément, on ne peut pas satisfaire 100% de 100% des clients. C'est pas possible. Ok, donc l'idée, c'est d'avoir un tableau de bord et de dire, bon, ok, on a des défauts. Et tant qu'il y a un nombre de défauts raisonnable, eh ben, ça va. Tant qu'on a moins de 10% des dossiers qui sont à plus de 30 jours de délai, on se dit, c'est bon. On accepte que 10% de nos dossiers dépassent le délai. Tant qu'on n'a que 10% des dossiers qui ont moins de 15 photos, okay, on se dit on accepte que 10% des dossiers aient moins de 15 photos. Donc après, c'est à vous de dire, ok, on accepte que 10% de défauts dans tel ou tel critère de qualité, et ça nous va. Et si on peut l'améliorer, tant mieux, mais disons 10%, c'est acceptable. Parce que là, on fait de la qualité. 100%, c'est de la surqualité. 0 défaut, c'est de la surqualité. 10% de défauts sur les choses qu'on a identifiées, c'est de la qualité. Ok ? Parce que vous achetez une voiture, même la plus belle voiture du monde, elle peut tomber en panne. Même la voiture la plus chère du monde, elle peut tomber en panne. Au bout de 50 000 km. Ils ne vous garantissent pas à 100% qu'elle ne va jamais tomber en panne pendant 200 000 km. Même si, normalement, elles sont conçues pour ça. Okay, donc même la meilleure voiture du monde, même la plus chère du monde, il se peut qu'elle tombe en panne. Okay, et les constructeurs de voitures, ils acceptent que de temps en temps, il y a des pannes. Ça fait partie du job. Pardon, j'ai un peu vite avec ce truc. Alors, les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous aider à mieux mesurer ces choses-là? On peut déjà mesurer les appels téléphoniques. Est-ce qu'on répond au téléphone? Est-ce qu'on répond à 80% des appels, à 70% des appels, à 90% des appels? Ça fait une différence à la fin sur ce que pensent les clients quand ils appellent l'agence. Donc ça se mesure avec des outils. Magnetis, c'est un exemple. On peut aussi travailler la gestion des appels téléphoniques pour se dire, finalement, on rate 30% des appels. C'est de la non-qualité. Si le business qu'on perd, on va prendre une société extérieure qui répondra aux appels, à tous les appels, de 9h à 20h, par exemple. Et donc, on améliore la qualité parce qu'on se fait aider par un prestataire extérieur qui nous aide à améliorer la qualité sur l'indicateur réponse aux appels. Réponse aux emails des candidats automatiques. On peut, pour faciliter la gestion des emails entrant des gens qui demandent des visites, dire écoutez, voilà un lien, vous prenez rendez-vous dans mon agenda. C'est une façon de mieux réagir aux demandes entrantes et que les clients soient satisfaits. Parce que les clients, acheteur, candidat acheteur ou locataire, s'il peut prendre rendez-vous en ligne un dimanche à 18h sur votre site, il est content. Au moins, il a sa réponse. Que s'il doit vous envoyer un mail classiquement par ImoWeb et qu'il attend le lundi 10h pour vous le répondiez, il a attendu une journée. Et quand vous avez des gens qui sont pressés, ils disent c'est pas terrible cette agence, c'est pas très réactif. Ils sont pas très réactifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour certaines personnes, vous répondez le lendemain, c'est pas réactif? Il y en a qui vont trouver ça normal, d'autres qui vont trouver, ils se disent ils sont un peu lents, quoi. Et on a des solutions pour éviter ça. Alors, un outil gratuit, super simple, une checklist avant parution par un responsable qualité de l'annonce dans l'agence. Avant qu'une annonce soit publiée sur ImoWeb, on a quelqu'un qui la vérifie. Est-ce qu'elle a bien respecté les 10 critères de qualité de mon annonce? On a dit qu'on voulait un plan, est-ce qu'il y a le plan? On a dit qu'on voulait 15 photos minimum, est-ce qu'il y a 15 photos minimum? Voilà. Et forcément, la personne qui contrôle la qualité n'est pas celui qui a fait l'annonce. Par définition, le contrôleur est une personne qui n'a pas fait l'annonce. Donc, ce n'est pas celui qui a fait les photos, c'est quelqu'un d'autre qui dit écoute, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Et donc, ça, c'est gratuit. Ça peut être le marketing manager, si vous en avez un, office manager, par exemple. Enfin, ça peut être quelqu'un
à choisir dans l'agence, mais une personne qui contrôle. Et c'est gratuit. Votre logiciel métier, on a Wise aujourd'hui parmi nous, il y en a d'autres, mais le logiciel métier, il vous donne normalement des statistiques. Si vous savez un peu l'exploiter, il va vous donner des indicateurs, des mesures, des statistiques sur certains indicateurs, donc à observer, à utiliser. Et puis on peut bien sûr avoir un fichier Excel où on va mettre les délais, les négociations pour avoir un contrôle. Si jamais le logiciel n'a pas tout ça, on peut se créer un petit fichier Excel sur le côté, gratuitement, pour avoir une vision sur est-ce que les délais, on est bon, ou quels sont les dossiers qui sortent du lot, et est-ce que sur les prix négociés, par exemple, on est bon. Super simple. Donc ça peut être gratuit ou on peut se faire aider par les choses payantes. Alors ce qui est important, c'est de se dire, voilà, en fait, on accepte par exemple 10% de défauts ou 15% de défauts, et si ça dépasse le seuil qu'on s'était fixé, là on a un problème. Si on se dit on voulait rester à moins de 10% de défauts, qu'on passe à 20%, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce point-là, parce que c'est-à-dire qu'on est trop souvent en défaut. On est trop souvent en défaut sur ce point-là. Mais ça, je ne sais pas lequel ce sera, mais c'est peut-être trop souvent en défaut sur les délais, peut-être trop souvent en défaut sur les prix, peut-être trop souvent en défaut sur l'annonce, peut-être trop souvent en défaut sur les emails, je ne sais rien. En tout cas, c'est important, et c'est vrai que vous allez dire, bon, ok, on est moins bon que ce qu'on veut être, on a trop souvent ce problème-là, il faut que ça change, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour faire réduire ce taux d'échec par rapport à cette dimension-là. Hop. Voilà. Et donc on peut, bien sûr, ensuite faire des mesures correctives. Alors, des choses dont on va parler maintenant dans le cadre des prix agences de données, qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon annonce soit meilleure et plaise mieux à tous, vendeurs comme locataires comme acheteurs? C'est des plans, certificat de luminosité, des visites virtuelles, on a les chiffres, je vous montrerai, plus de 20 photos par annonce, des photos professionnelles, des annonces vérifiées, et une chose qui est gratuite, désactiver une annonce dès qu'on a 8 visites dans l'agenda. Je ne sais pas si vous faites tout ça, mais dès que j'ai 8 visites programmées dans mon agenda, j'arrête l'annonce. À quoi bon laisser l'annonce en ligne pour créer de la frustration, pour créer un engorgement d'appels téléphoniques et d'emails? J'ai déjà 8 visites programmées. Normalement, ça me suffit largement pour vendre cette maison. Donc j'arrête la publicité, je gère correctement mes 8 candidats, et si jamais ça peut arriver, aucun des 8 ne donne suite, je remets l'annonce. Mais comme ça, je me suis vraiment enlevé beaucoup de soucis d'avoir des appels alors que j'ai déjà plein de rendez-vous, d'avoir des emails alors que j'ai déjà plein de rendez-vous, et créer juste une frustration. Okay. Pensez à ça, donc ça c'est gratuit, hein. Ça c'est complètement gratuit. Vérifier les annonces, c'est gratuit. 20 photos par annonce, c'est gratuit. C'est pas plus cher de faire 20 photos ou 10 photos. C'est juste de dire on a la discipline de mettre des photos et un nombre de photos minimum. Voilà, ça je vais pas trop pas. Alors Property 150, ça c'était autre chose, on va pas parler de ça parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors, j'espère que j'ai été assez clair sur ces éléments. Bien sûr que la qualité c'est au centre des trophées Agence de l'année 2022. Bien sûr que dans ce qu'on va voir maintenant, dans les finalistes et les gagnants, c'est la qualité qui a été au centre des débats. On a bien sûr vu les performances commerciales et les performances financières des agences, mais on s'est concentré surtout sur la qualité. Vous avez un petit peu ici quelques éléments qui pourront vous aider à vous mettre vraiment dans la course pour l'année prochaine et pour déjà cette année.